Bonjour chers apprenants, aujourd'hui M. Diop va revenir sur la littérature en essayant de traiter un sujet en intégralité pour vous montrer la technique pour réussir toujours une dissertation de français au baccalauréat. Il va vous apprendre comment faire réussir toujours une introduction, un développement et une conclusion. Le sujet est le suivant. Selon un auteur, une plume, dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit. Donc, M. Diop, si dans la consigne, on demande à l'élève de montrer d'abord que l'écrivain se livre dans son œuvre, ensuite de démontrer pourtant que l'écriture ne serait pas simplement personnelle, car l'écrivain peut faire preuve d'altruisme, et enfin, de dire que malgré tout, ces deux fonctions sont complémentaires. Qu'est-ce qu'on attend de l'élève? Montrez-nous comment doit-il s'y prendre dans le développement pour répondre à ces trois questions. Dans l'introduction, pour commencer, l'élève peut dire: l'essence et l'orientation des œuvres littéraires suscitent un débat contradictoire au sein des milieux intellectuels. Ainsi, certains préfèrent prendre en charge leur propre vie. Sur cette base, on peut comprendre la pertinence d'une telle affirmation. Deux points, il ouvre le guillemets et il pose le sujet. Une plume, dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit. Il ferme le guillemets après avoir posé le sujet. Après, il passe directement à la reformulation en disant: autrement dit, l'écrivain qui prend en charge les questions sociales se démarque de sa vocation. Point. Et là, il pose la question pour la problématique. Dès lors, l'écrivain qui prend en charge les questions sociales s'éloigne-t-il vraiment de sa vocation? Une seule question suffit pour la problématique. Maintenant, il passe au plan. L'étude d'une telle problématique mérite d'être étudiée en 3 temps, vu que dans la consigne, on a demandé à l'élève de développer 3 parties. Maintenant, il va dire 3 temps. D'abord, nous montrerons que l'écrivain est un homme sentimental. Ensuite, nous démontrerons la vocation sociale de l'écrivain. Enfin, nous tenterons de montrer que ces deux fonctions sont complémentaires. Dans le développement, l'élève doit être cohérent avec la consigne, c'est-à-dire avec le plan. Dans le plan, on avait dit qu'on allait montrer d'abord que l'écrivain est un homme sentimental. Essayons maintenant d'argumenter cela dans la première partie du développement. L'inspiration littéraire doit prendre en charge le domaine lyrique. Elle est d'abord un art. L'un de ses objectifs est donc d'exprimer ses sentiments. Ainsi, l'écrivain apparaît généralement comme un sensible qui fait de la littérature un espace où il étale son lyrisme personnel. L'écrivain est quelqu'un qui livre ses émotions à travers son écriture. En effet, l'écrivain raconte sa propre vie dans le but de partager avec les lecteurs ses souvenirs. Il revient sur les étapes qui ont marqué son existence. L'exaltation du moi, c'est-à-dire l'expression de ses émois personnels. L'écrivain est tantôt heureux et tantôt mélancolique. Il traverse dans sa vie certaines circonstances qui peuvent réveiller en lui des sentiments d'attendrissement, comme de vives émotions qui suscitent la mélancolie, l'angoisse entre autres. Comme illustration, nous pouvons citer des genres comme la poésie, qui est une invitation à dévoiler son moi, c'est-à-dire lorsque le poète raconte sa sensibilité par le biais de la première personne, dont la première fonction est d'exprimer ses sentiments. Par exemple, si on jette un regard dans la poésie de la Renaissance, on note chez Pierre Ronsard l'exaltation du sentiment
amoureux dans ses odes et ses amours. Et puis chez Joachim du Bellay, on note l'expression de sa désolation et de sa déception dans les regrets. L'écrivain peut être aussi quelqu'un qui produit pour livrer sa singularité, sa part intime. Celle-ci sera orientée vers son état d'âme ou son moi. Une manière de dire que l'œuvre littéraire est un canal qui donne l'occasion à l'écrivain de faire part de son individualisme. Il suffit pour s'en convaincre de lire les contemplations de Victor Hugo ou encore les nuits d'Alfred de Musset. Au XIXe siècle, des textes où tout est mis au service du lyrisme. En outre, il arrive que l'écrivain soit toujours animé par le désir de raconter sa propre vie ou d'exprimer sa vie personnelle en guise de souvenir. C'est le cas de l'œuvre romanesque qui cherche à plonger le lecteur dans un monde intime et émotionnel. Le romancier aborde aussi les contours de l'amour, des passions et des émotions. En effet, le roman sentimental informe sur son identité pour composer une œuvre autobiographique, au sens où il reflète son vécu, sa carrière et ses expériences. Ce qui explique que le personnage romanesque s'identifie à son auteur. C'est dans ce sens que René de Chateaubriand, à travers son personnage René, exprime ses états d'âme, ses sentiments, ses souvenirs d'enfance. Camaralai, dans son chef-d'œuvre L'Enfant Noir, peut nous servir d'illustration lorsqu'il raconte sa vie plus précisément, où il revient sur les étapes les plus marquantes de son enfance. Ainsi analysée, l'œuvre littéraire demeure lyrique et personnelle. Là, nous venons de terminer la première partie où on devait argumenter le lyrisme. Maintenant, dans la deuxième partie, on va montrer la vocation sociale de l'écrivain. Et pour le réussir, on va écrire ceci. L'élève doit écrire ceci. Mais il n'en demeure pas moins que la vocation de l'écrivain était au-delà de cette simple fonction lyrique. En effet, il serait difficile, voire impossible, de réduire la fonction littéraire à son simple aspect personnel. D'abord, si Maupassant écrit toujours dans la préface du même ouvrage Pierre et Jean que le but du roman n'est pas de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. On peut étendre cette réflexion à l'œuvre littéraire en général et soutenir par conséquent que la littérature a souvent eu comme pilotis, c'est-à-dire comme soutien, le réel, qu'elle s'efforce de faire comprendre. Maria Maba lui donne raison un siècle plus tard avec la publication de son roman Une si longue lettre, qui permet de mieux comprendre le dessus de la vie polygame au Sénégal. En outre, la littérature s'est voulue une thérapie dans ses rapports avec la société, du fait que des écrivains ont voulu, par le biais de leurs écrits, guérir les hommes des maux dont ils souffrent quotidiennement, en étalant et en stigmatisant leurs vices et leurs défauts. C'est le sens qu'il faut donner par exemple à la fonction du théâtre classique, la comédie en particulier, qui visait à corriger les mœurs en faisant rire, selon les termes de Molière, dont la pièce L'Avare s'en prend à ce vice de l'homme qui est l'avarice. Monsieur Togo Nini, de l'Ivoirien Bernard Dadji, peut être logé dans la même enseigne,
car cette pièce tourne en ridicule les bourgeois africains arrivistes qui veulent exercer leur toute nouvelle puissance sur les faibles. Dans cette même mouvance, l'écrivain parfois essaie de montrer ce qui ne fonctionne pas correctement dans la société pour que les hommes soient informés. Les événements peuvent être parfois chargés de violence, d'injustice, d'oppression qui étouffent l'atmosphère sociale. L'écrivain, dans de telles circonstances, doit s'engager par ce qui est concerné. C'est dans une telle perspective que les poètes de la négritude s'affirment comme des porte-paroles et des défenseurs du peuple noir. Par ailleurs, Aimé Césaire a écrit dans Cahier d'un retour au pays natal de J'ouvre Guémé. Ma bouche sera la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche. Ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Fin de citation. Cette affirmation nous pousse à penser que des poètes se sont donnés comme mission de parler pour ceux qui souffrent et ne peuvent exprimer leur désarroi. Telle est la signification qu'il faut donner à la publication d'une œuvre comme Les Misérables de Victor Hugo, dans laquelle l'auteur parle pour les pauvres opprimés et marginalisés de son époque. Il est donc permis de penser que la littérature a effectivement eu comme souci de prendre en charge les aspirations de la société. Là, je viens de terminer avec la deuxième partie qui a été de montrer que la littérature assume une fonction sociale. Si l'élève le fait, il a déjà 18 au baccalauréat. Maintenant, on va passer à la troisième partie de la consigne. Là, il est question de faire la réconciliation entre la fonction lyrique et engagée de la littérature. Et pour ce, l'élève doit écrire ceci pour convaincre. Toutefois, les fonctions littéraires ne s'excluent pas. Au contraire, elles sont complémentaires. Autrement dit, ces deux fonctions s'avèrent être indissociables, car plus qu'une œuvre est émotionnelle, mieux elle a la chance de convaincre et de répondre aux aspirations de la société. À l'image de Victor Hugo dans les Contemplations, composé de 2 volumes, autrefois qui est une poésie pure, c'est-à-dire lyrique et esthétique, et aujourd'hui une flagellation des mots, une dénonciation des injustices, notamment l'engagement militant, d'où le nom de son poème intitulé Mélancolia, qui dénonce sans embâche le travail pénible des enfants. Maintenant, on passe à la conclusion. Pour réussir la conclusion, l'élève peut écrire ceci. Au terme de notre analyse, il ressort que les enseignements de notre étude se lisent sous 2 angles. La littérature est un moyen efficace dont se servent les écrivains pour exprimer leurs états d'âme, mais aussi un instrument que l'on peut manipuler subtilement pour soutenir la cause des impuissants. Toutefois, l'œuvre littéraire n'a de sens que si elle sort de l'égocentrisme de l'écrivain pour s'ouvrir aux besoins des populations. Néanmoins, étant donné que l'écrivain est un réceptacle d'opinion, un homme qui reste ouvert à toutes les questions et interpellations, celui-ci ne pourrait-il pas, dans ses écrits, offrir une vision esthétique de la littérature? Ainsi termine la dissertation. Donc là, dans la conclusion, les 3 étapes ont été respectées. La première étape consistait à faire un bref rappel des différentes parties vues dans le développement. La deuxième partie consistait à donner son point de vue sur le sujet, sur la question. Et la dernière partie, qui n'est pas obligatoire mais qui est facultative, qui consistait à dégager une question pour ouvrir d'autres perspectives. Si l'élève parcourise, applique, il
peut avoir au minimum au baccalauréat 19 sur 20. Merci, à la prochaine et bonne concentration.